Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin et bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire de Laurentides, d'une partie de la Naudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où, pour sa 14e édition, Première scène revient en 2026 avec une programmation vibrante et électrisante qui promet de séduire tous les publics. Du 30 janvier au 12 décembre, l'église du village se transformera en salle de spectacle intimiste et chaleureuse, tantôt en formule cabaret, tantôt en formule debout pour accueillir des artistes de renom, des figures montantes et des projets uniques. La saison s'ouvrira le 30 janvier avec Damien Robitaille et son spectacle festif Ultraviolet. Une invitation à la bonne humeur avant de laisser place le 7 février au rappeur Loud, figure incontournable de la scène québécoise dont les textes puissants et rassembleurs galvaniseront un public debout. Le 20 février, Ariane Moffat reviendra avec Air de jeu, un univers synth-pop festif qui revisite ses grands succès et introduit de nouveaux morceaux porteurs d'émotions universelles. Le 28 février, le public vivra l'intensité du Festival du film de montagne de Banff, qui célèbre ses 50 ans avec des images spectaculaires d'aventures humaines et de paysages à couper le souffle présentés en après-midi, en soirée. Et en soirée, le 7 mars, Mac Derry proposera « J'aime ça quand t'es là », un spectacle intime empreint de spontanéité où folk et expérimentation sonore accompagneront sa plume imagée et sensible. Le 14 mars, Marie-Annick Lépine, membre des Cowboys fringants, conviera les spectateurs à un voyage sincère et touchant avec son spectacle « Le cœur est un rêveur », dont $1 par billet vendu sera remis à la Fondation Cowboys fringants. Le 21 mars, Freds présentera « On s'enverra des fleurs », une prestation intense et poétique où ses textes personnels deviennent des miroirs pour chacun. Avant que Tire le Coyote, le 27 mars, n'apporte son nouvel album « Dynastie », porté par une voix singulière et une poésie envoûtante, également associée à un don d'1 par billet à la Fondation des Cowboys fringants. Le 4 avril, la mythique Ligue nationale d'improvisation fera vibrer Mont-Tremblant avec ses matchs hauts en couleurs où humour, créativité et imprévu régneront en maître. Après une pause estivale, la saison reprendra le 9 octobre avec Diane Tell qui célébrera ses 50 ans de carrière lors d'un concert anniversaire exceptionnel, revisitant ses 15 albums en compagnie de musiciens dirigés par Julien Filion. Le 14 novembre, le public découvrira Anima Aura, artiste de Wendake, qui fusionne électropop moderne et percussions traditionnelles pour créer une expérience sensorielle unique et spirituelle. Le 28 novembre, Viviane Audet transportera la salle avec son spectacle instrumental et narratif Le piano et le torrent, inspiré de son village natal et empreint de proximité et d'émotion. Enfin, le 12 décembre, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs clôtureront la saison avec L'Haillon, une randonnée musicale festive et organique parfaite pour lancer la période des fêtes. Cette programmation riche et variée est le fruit d'une volonté d'offrir aux citoyens comme aux visiteurs une expérience culturelle d'envergure, alliant chansons, rap, folk, électro, improvisation et cinéma. Les billets sont déjà en vente en ligne au vdmt.ca/PSMT-2026 et un rabais de 10 % est offert aux détenteurs de la carte Accès Mont-Tremblant. La salle, située au 1829 Chemin du Village, ouvre ses portes 60 minutes avant chaque spectacle. Première scène, Mont-Tremblant confirme encore une fois son rôle d'incontournable vitrine culturelle dans les Laurentides, rassemblant toutes les générations autour d'événements où la musique, le cinéma et l'art vivant se rencontrent pour créer des instants mémorables. La Ville de Mont-Tremblant invite la population à participer au sondage en ligne « Agissons ensemble pour nos lacs », une première étape d'une vaste démarche de consultation visant à mieux comprendre la relation que les citoyens et citoyennes, riverains et usagers entretiennent avec les nombreux lacs du territoire, ainsi que leurs attentes en matière de protection, d'accès et de cohabitation. Ces milieux naturels qui occupent une place essentielle dans l'identité locale font face à des défis environnementaux et sociaux croissants, perçus différemment selon les associations de lacs, les usagers récréatifs, les organisations environnementales et les acteurs touristiques et économiques. Souhaitant agir de façon proactive et inclusive, la Ville cherche ainsi à identifier collectivement les enjeux prioritaires à favoriser le dialogue entre savoir, citoyens et expertise municipale, à développer un outil d'aide à la décision pour orienter son programme de subvention aux associations de lacs et à actualiser le comité des lacs en clarifiant son rôle et sa gouvernance. Réalisé en collaboration avec votepour.ca,
Le sondage s'adresse principalement aux riverains, tant résidentiels que commerciaux, ainsi qu'aux citoyens non riverains qui fréquentent les lacs ou se sentent concernés par leur préservation, et les réponses recueillies guideront les prochaines actions municipales en matière de gestion durable. En guise de remerciement, les participants courent la chance de remporter l'un des 3 prix offerts, soit un ensemble de produits artisanaux Milva, une carte cadeau Sport Expert Atmosphère de 50 ou une carte cadeau Lame du Sport de 30 La démarche se poursuivra à l'automne et des ateliers de concertation et des entretiens individuels et les résultats seront présentés au printemps 2026. Le sondage est accessible en ligne sur le site web de la Ville jusqu'au 16 novembre. À l'occasion de son 50e anniversaire, l'Atelier de Lille présente l'exposition Mini-Presse Mini-Print, une exposition ludique, inclusive et diversifiée qui se tiendra du 31 octobre au 20 novembre à la salle Alphonse Desjardins et qui explore à la fois l'accessibilité des œuvres imprimées, la force du collectif et la manière dont des contraintes créatives peuvent stimuler l'innovation. Au cœur du projet, les mini-presses, imprimées grâce aux imprimantes 3D de l'atelier, ont servi de point de départ à une série d'œuvres réalisées à partir de techniques variées, comme la gravure sur bois au laser, la linogravure et l'eau forte, transformant ce défi technique en expérience rassembleuse et expérimentale, où les mini-presses deviennent à la fois des outils utilitaires et des œuvres en soi, symbole du lien entre l'histoire de la gravure et les nouvelles technologies. Sous le thème « Raconter, rencontrer », l'exposition met en lumière les récits, les rencontres humaines et les approches techniques qui se croisent pour composer une histoire collective où passé et futur se racontent au présent. Présentée aussi comme une levée de fonds, l'exposition offre au public la possibilité d'acquérir les œuvres exposées afin de soutenir l'unique centre d'artistes de production des Laurentides. L'exposition est accessible gratuitement du 31 octobre au 30 novembre selon l'horaire régulier de la salle Alphonse Desjardins située au 1145 rue de Saint-Jovite. Depuis 50 ans, l'Atelier de Lille poursuit sa mission de faire vivre et évoluer les techniques traditionnelles de l'étampe tout en les ancrant dans les pratiques contemporaines, faisant de son espace un lieu de création et de recherche où l'art et le territoire et le vivant se rencontrent. La Ville de Mont-Tremblant dévoile son tout nouveau site web vdmt.ca entièrement repensé pour offrir une expérience de navigation simple, intuitive et agréable, moderne, plus accessible et mieux adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Ce portail devient l'outil de référence incontournable pour tout savoir sur les services municipaux. Le site propose une identité visuelle épurée, une navigation simplifiée avec de nombreux liens rapides et un moteur de recherche performant permettant d'accéder en quelques clics aux horaires, règlements, demandes de permis, consignes, actualités et événements. Il offre aussi une interface adaptive compatible avec tous les appareils, une carte interactive pour repérer les lieux, les stationnements et les activités, ainsi que des contenus rédigés dans un langage clair afin de renforcer l'accessibilité de l'information. Des outils pratiques comme le partage ou l'impression instantanée d'une page, l'ajout d'événements à son calendrier personnel ou encore un calendrier dynamique pour suivre l'agenda municipal viennent compléter cette nouvelle plateforme dont l'adresse vdmt.ca est désormais simple à retenir. Au cours des prochains mois, un robot conversationnel ainsi qu'une application mobile viendront enrichir l'expérience numérique et renforcer la communication directe avec la population. Ce projet, piloté par le service des communications et des relations avec les citoyens en collaboration avec Blanco et l'ensemble des services municipaux, marque une étape importante dans la volonté de la Ville de rendre l'information municipale encore plus accessible, conviviale et participative. La communauté du réseau Sentier Mont-Tremblant est invitée à la séance d'information semi-annuelle qui se tiendra le mercredi 19 novembre à 19h à l'Hôtel de Ville et qui sera également web diffusée en direct. Cette rencontre permettra de présenter le bilan de la saison estivale, de faire état des travaux et améliorations réalisés sur le réseau et d'exposer l'avancement du chantier à Grey Rocks et de dévoiler les résultats du sondage en ligne portant sur le développement de ce secteur avant de détailler le plan d'entretien, de damage et de préparation en vue de la saison hivernale 2025-2026. Une période de questions sera offerte autant aux personnes présentes sur place qu'à celles qui suivront la séance en ligne. L'événement, dont l'entrée est libre, aura lieu à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville au 1145 rue de Saint-Jovite avec ouverture des portes dès 18h45. Du 28 au 30 novembre, la magie des fêtes s'installera à l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant avec le traditionnel marché des fêtes et l'arrivée du Père Noël. Un rendez-vous incontournable pour les familles. Près de 60 kiosques d'artisans et de producteurs agroalimentaires de la région prendront place dans le hall de l'Hôtel de Ville pour offrir des créations originales et des idées cadeaux uniques. Le tout accessible gratuitement du vendredi de 16h à 20h, le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 15h en invitant la clientèle à apporter ses sacs réutilisables. Le samedi 29 novembre de 1h30 à 3h30, les enfants de 9 à 12 ans pourront participer gratuitement à un atelier de confection d'ornements de Noël en feutre à la bibliothèque Samuel Ouimet sur réservation via Sport Plus.
Le dimanche 30 novembre de 11h à 14h, le Père Noël et ses acolytes accueilleront les enfants de 0 à 8 ans au parc Fil de l'eau pour une activité extérieure gratuite où chaque enfant inscrit au Sport Plus recevra un cadeau. Les familles sont invitées à prévoir des vêtements chauds en raison de l'achalandage et de l'attente possible. À l'issue de l'élection générale municipale du 2 novembre dernier, M. Pascal de Bellefeuille a été élu maire de la ville de Mont-Tremblant avec 51,53 % des voix de Mme Dominique Laverdure qui a obtenu 48,47 %. Du côté des districts, Jean-Luc Trahan l'a emporté dans le district 1 avec 56,21 %, tandis que Billy-Jeanne Gratton a remporté le district 2 avec 60,64 %. Élise Léonard a été élue sans opposition dans le district 3 et dans le district 4, Joël Charbonneau a été élu avec 49,67 %, suivi de Marc Routier avec 40,3 % et Yves Babe avec 10,03 %. Une demande de nouveau dépouillement judiciaire a été déposée pour le district 5 où Catherine Drouin a obtenu 50,16 %, tandis que Sébastien Gauthier a reçu 49,84 %. Dans le district 6, Mathieu Paquette s'est imposé avec 62,48 % alors que Mathieu Fleurant a remporté le district 7 avec 64,25 %. Enfin, Patrick Léonard a été élu dans le district 8 avec 56,95 %. Le taux de participation global s'établit à 49,71 % répartis entre le vote par anticipation, le vote par correspondance et le vote le jour du scrutin avec des taux variant de 42,16 % à 53,37 % selon les districts. La Ville de Mont-Tremblant félicite le maire élu ainsi que les conseillers et conseillères qui formeront le nouveau conseil municipal dès leur assermentation le 7 novembre et remercie les candidats défaits ainsi que les élus sortants pour leur engagement au service de la population au cours des 4 dernières années. La MRC de la Rivière-du-Nord, la MRC de la Rivière-du-Nord, la MRC de Laurentides et la MRC des Pays-d'En-Haut annoncent la conclusion d'une entente intermunicipale visant à assurer la pérennité des activités hivernales sur le parc linéaire du Petit-Train du Nord, entre les kilomètres 4,4 et 46,4 en compagnie d'une contribution de 450 000 $ octroyée par Tricentris dans le cadre de son programme S'investir pour des communautés durables, permettant notamment l'acquisition d'une dameuse et de ses accessoires. Cette initiative stratégique réalisée en collaboration avec la Corporation du Petit-Train du Nord permettra de maintenir l'accès gratuit à des sentiers hivernaux de grande qualité malgré les hausses importantes des coûts de damage, tout en favorisant la mobilité active, la qualité de vie et l'attractivité régionale. Pour Danny Dumont, directeur général de Tricentris, cette contribution démontre qu'investir dans des infrastructures récréatives locales renforce la communauté et contribue directement à un développement durable concret. Un point de vue partagé par les préfets Xavier-Antoine Lalande, André Genet et Marc Lheureux, qui saluent une collaboration régionale efficace permettant une meilleure gestion des fonds publics et des services bonifiés pour les citoyens. La mise en service de la dameuse est prévue pour décembre 2025 après réception de l'équipement, installation des systèmes et formation des opérateurs, assurant ainsi le damage de 21 km dans la MRC des Pays-d'en-Haut, 10,5 km dans la MRC de la Rivière-du-Nord et 10 km dans la MRC des Laurentides. Une avancée saluée par la présidente de la Corporation du Petit-Train du Nord, Lisa Poulain, qui souligne que cette alliance renforce un modèle régional unique au service du plein air et du bien-être collectif. Les 29 et 30 novembre, la municipalité du village de Val-David tiendra la 15e édition du Salon des artisans, un rendez-vous phare des Laurentides pour donner le coup d'envoi à la période des fêtes. De 10h à 17h, la salle Athanase David et le pavillon Maurice Monti accueilleront près d'une trentaine d'artisans locaux présentant des créations uniques et durables, bijoux, papeterie, textiles, produits gourmands, soins corporels, objets décoratifs, articles ménagers et œuvres végétales. En plus de promouvoir l'achat local et la rencontre directe avec les créateurs, l'événement se déroulera dans une ambiance festive, animée par des prestations musicales dans l'église en après-midi et à l'extérieur en avant-midi avec notamment Éric Bégin, Léla Torres et Amy Matteau, ainsi que les quatuors Carte Blanche et les Classy. Sur place, les visiteurs pourront aussi profiter de Buvons les Laurentides durant tout le week-end et d'un traiteur invité le dimanche. La municipalité remercie ses partenaires pour leur soutien, soulignant que ce salon est une vitrine essentielle pour la créativité locale et économique locale, pour la créativité et l'économie locale. Un rendez-vous incontournable pour plonger dans l'esprit des fêtes à Val-David. La Bibliothèque de Val-David a célébré avec fierté ses 60 ans d'histoire le 20 octobre dernier, entourée de citoyennes et citoyens de tous âges, lors d'un événement festif mettant en lumière 6 décennies de culture, de savoir et d'engagement communautaire. Sous le thème de la maison de Pierrette Mathieu à la bibliothèque d'aujourd'hui, la célébration a offert dégustation de gâteaux et mou de pommes, ateliers de création de piñata et concours de dessin.
Ma biblio, un phare dans ma vie, dont les votes seront recueillis sur la page Facebook de l'institution. Les participants ont également pu découvrir une ligne du temps historique conçue par la Société d'histoire de Val-David, retraçant le parcours de la bibliothèque depuis sa fondation de 1965 dans la maison de Mme Pierrette Mathieu jusqu'à son emplacement actuel au 1355 rue de l'Académie. L'événement a été l'occasion de souligner l'héritage des pionnières du cercle éducatif et culturel, Pierrette Mathieu, Gilberte Laverdure, André et Yvonne Dufresne, Cécile Dufresne, Nicole Kretz et Ginette Brazeau, dont l'engagement bénévole a jeté les bases d'un lieu de savoir devenu un pilier de la vie locale. La municipalité a exprimé sa gratitude envers l'équipe actuelle, les nombreux bénévoles, la Société d'histoire et les citoyens pour leur contribution à la vitalité du lieu qui compte aujourd'hui plus de 2000 abonnés actifs, près de 50 000 prêts annuels et une collecte de 21 000 documents et plus de 30 employés et bénévoles engagés à offrir un espace dynamique de lecture, de découverte et de rencontres intergénérationnelles. Véritable phare culturel au cœur du village, la bibliothèque continue de nourrir l'imaginaire collectif et de soutenir le développement de la communauté val-davidoise. La municipalité de Val-David a donné le coup d'envoi lors de sa séance du Conseil du 1er octobre à un projet majeur d'aménagement de jeux d'eau inclusifs et durables qui seront installés au parc Léonidas Dufresne d'ici l'été 2026, conçu pour répondre à une demande citoyenne et pallier l'absence actuelle d'accès à l'eau sur le territoire. Ces installations modernes, sécuritaires et accessibles offriront des zones adaptées aux tout-petits, aux enfants plus âgés et aux familles, ainsi qu'un brumisateur intégré, le tout dans un environnement pensé pour la détente avec plantation d'arbres, bancs et espaces gazonnés entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite et directement reliés au parc linéaire du Petit-Train du Nord. Fonctionnant en circuit fermé pour réduire la consommation d'eau et financé entièrement par le Fonds des parcs, terrains de jeu et espaces verts pour un investissement total de 688 000 $ sans impact sur le compte de taxes, ce projet structurant représente, comme l'a souligné la mairesse Dominique Forget, un lieu gratuit, convivial et rafraîchissant qui viendra enrichir durablement l'offre récréative et le bien-être des citoyens et citoyennes. La saison estivale 2025 s'est conclue au Bureau de l'information touristique de Val-David, marquant la fin d'une période animée et particulièrement stimulante pour la communauté locale. L'équipe dresse un bilan très positif alors que plus de 2500 demandes d'information ont été traitées entre juin et octobre, soit une augmentation de 40 % des interactions avec les visiteurs par rapport à 2024. Notons également que 54 % d'entre eux effectuaient leur première visite et que 82 % provenaient du Québec, désireux de découvrir les attraits culturels, les commerces et les activités de plein air au village. La saison a également été marquée par une collaboration renforcée entre la municipalité et les commerçants, notamment grâce à des infolettres hebdomadaires, des échanges soutenus et un effort collectif de promotion qui ont contribué au rayonnement touristique de Val-David. Parallèlement, la municipalité a participé au nouveau plan stratégique régional de tourisme Laurentide afin de soutenir l'amélioration de la qualité de l'accueil, la durabilité des pratiques et l'harmonisation de l'expérience touristique à l'échelle régionale avec plusieurs bonifications prévues pour l'an prochain. Le bureau d'information touristique est désormais fermé pour la saison automnale, mais rouvrira pendant la période des fêtes et la semaine de relâche scolaire. La municipalité remercie chaleureusement les visiteurs, commerçants et partenaires pour une saison riche en échanges, en énergie et en fierté locale. Les inscriptions pour la saison hivernale 2026 de hockey récréatif se poursuivent jusqu'au 7 décembre à Val-David. Il est encore temps de réserver une place pour les jeunes joueurs et joueuses qui souhaitent vivre une saison sportive dynamique et conviviale. Du 5 janvier au 26 février prochain, les activités se tiendront sur les patinoires du parc Léonidas Dufresne et du parc du lac Paquin, offrant aux participantes et participants une expérience amusante et enrichissante. Des places sont encore disponibles dans plusieurs catégories, soit Atom qui est 7 à 10 ans, Bam Tam qui est 14 à 16 ans et Novice qui est 5 à 6 ans et Pee-Wee de 11 à 13 ans. Il est essentiel de s'inscrire rapidement pour permettre à la formation des groupes. Les familles peuvent s'inscrire dès maintenant via la plateforme Sport Plus et par ailleurs, la réussite de ce programme repose sur l'implication citoyenne. Donc la municipalité lance un appel à des entraîneurs et arbitres bénévoles. Aucune expérience préalable n'est requise, seulement le désir de transmettre sa passion du hockey. Les personnes intéressées ont jusqu'au 28 novembre prochain pour offrir leur soutien en écrivant à sportloisirs@valdavid.com. Joignez-vous donc à la communauté et lancez vos patins et contribuez à perpétuer l'esprit du hockey à Val-David. Revenez-nous après la pause. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener Kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances.
amour à nos finances. La municipalité de Valmorin, en partenariat avec Arbre Évolution et le Club Nature Aventure des Laurentides, a réalisé le mois dernier un important projet de reboisement régénératif et nourricier dans le secteur Far Hills du parc régional Val-David-Valmorin. Grâce à la participation de citoyens mobilisés et au soutien de partenaires financiers, 250 arbres et arbustes comestibles ont été plantés afin de régénérer et enrichir la biodiversité de ce précieux écosystème forestier. Près de 200 arbres ont été replantés dans une zone touchée par un chablis, favorisant le rétablissement d'une couverture forestière diversifiée, tandis que 50 végétaux nourriciers ont été plantés près des installations de Club Nature avec l'aide de quelques 40 enfants et de bénévoles retraités. Ce projet collectif à la fois éducatif et environnemental a bénéficié du soutien de Global Tourism, du Fonds immobilier FTQ et de la Fondation Richelieu International qui ont permis l'achat et la plantation d'arbres et d'arbustes. Les dommages causés par le vent sont devenus une occasion d'améliorer l'écosystème et de favoriser la reprise d'espèces nobles, souligne Louis Paquette, directeur du parc régional, remerciant chaleureusement les partenaires pour leur engagement. Depuis 2014, Arbre Évolution a mené plus de 20 projets de reboisement social dans les Laurentides, mobilisant près de 1000 citoyens et plantant plus de 10 000 arbres, renforçant ainsi la lutte contre les changements climatiques et la résilience des milieux naturels. La municipalité de Morin Heights est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification Municipalité éco-consciente décernée par l'organisme Éco-Corridor Laurentien dans le cadre du programme Municipalité éco-connectée en reconnaissance de son engagement exemplaire envers la conservation des milieux naturels, la protection de la biodiversité et la connectivité écologique. Cette distinction vient souligner la mise en œuvre d'actions concrètes et la mise à jour de cadres réglementaires visant à assurer un aménagement du territoire respectueux de l'environnement et durable à long terme. Parmi les réalisations marquantes, on compte la création de la réserve naturelle Sheldon, la reconnaissance officielle de la réserve naturelle Jackson, l'ajout d'une cible ambitieuse de 30 % de terrain en conservation au plan d'urbanisme, ainsi que l'organisation d'activités de sensibilisation telles que la plantation d'arbres lors du Jour de la Terre, la campagne du Mois de l'eau menée avec l'OBV de la Rivière-du-Nord et la tenue d'ateliers municipaux dans le cadre du Jour de l'environnement. La municipalité a également multiplié les communications dans l'info Morin Heights sur les pratiques éco-responsables et elle a signé une entente avec Éco-Corridor Laurentien pour soutenir un projet d'installation de caméras permettant d'identifier les corridors fauniques potentiels à l'échelle régionale. Lancé en septembre 2025, le programme Municipalité éco-connectée repose sur la participation volontaire des municipalités et sur leur volonté de renforcer la protection des corridors écologiques et des zones de conservation essentielles à la santé environnementale des Laurentides. Par cette certification, Morin Heights réaffirme son leadership et son engagement à bâtir un avenir en harmonie avec la nature au bénéfice des générations actuelles et futures. Les citoyens souhaitant en savoir plus sur l'initiative peuvent consulter le site web du programme pour découvrir les actions et projets soutenus à travers la région. La municipalité de Saint-Donat remercie chaleureusement les citoyens et citoyennes qui ont participé aux élections municipales de 2025 et dévoile les résultats officiels transmis par la présidente d'élection. Joey Deslauriers accède à la mairie, tandis que Joanne Babin, Marc Bélanger, Marianne Dessureau, Mélanie Issa, Alexis Saint-Georges et Normand Saint-Amour sont élus dans les districts 1 à 6. Les résultats détaillés, incluant les pourcentages et le nombre de votes, sont disponibles sur le site d'Élections Québec. La municipalité félicite les personnes élues, remercie l'ensemble des candidats et candidates pour leur engagement envers la communauté et adresse également ses remerciements les plus chaleureux au personnel électoral pour son professionnalisme et son dévouement. La municipalité de Saint-Donat informe la population que la cheminée en maçonnerie de l'ancien restaurant du coin a été identifiée par Environnement Canada comme un habitat essentiel du martinet ramoneur, un oiseau migrateur protégé inscrit sur la liste des espèces menacées en vertu de la loi sur les espèces en péril. Cette loi fédérale a pour but d'assurer la protection des espèces vulnérables ainsi que des milieux naturels à leur survie en conciliant aménagement du territoire et préservation de la biodiversité. En vertu de ces dispositions, la municipalité est tenue de se conformer à toutes les exigences légales sous peine de sanctions et elle a déjà entrepris plusieurs démarches pour sécuriser le site et en limiter l'impact visuel. Des panneaux explicatifs seront installés afin d'informer les citoyens sur la présence du martinet ramoneur et de clarifier la situation.
La cheminée ne peut être démolie pour le moment car elle constitue un refuge pour cette espèce menacée. La loi interdit toute destruction de cet habitat tant qu'un abri de remplacement n'a pas été aménagé à proximité et tant qu'un spécialiste n'a pas confirmé l'absence d'oiseaux durant la saison de reproduction et de migration. La municipalité travaille actuellement à la conception d'un habitat de remplacement en collaboration avec le zoo de Granby, projet qui sera ensuite transmis à Environnement Canada pour analyse et approbation avant le dépôt d'une demande officielle de permis de démolition. En résumé, Saint-Donat n'a aucun pouvoir discrétionnaire dans ce dossier avant la complétion de toutes les étapes légales, mais elle demeure pleinement engagée à respecter la loi tout en poursuivant le développement du secteur dans ce souci constant de conciliation entre protection de la biodiversité et aménagement durable du territoire. La municipalité d'Huberdeau informe la population des plus récentes décisions adoptées par le conseil municipal. Le conseil a résolu d'aller en démarche d'offres de services, en demande d'offres de services pour l'audit des détails financiers de l'année 2025. Il a également autorisé le maire Benoît Chevalier et la conseillère Audrey Charon-Brosseau à représenter la municipalité au 12e souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut, qui s'est tenu le mois dernier au Mont-Gabriel. Afin d'améliorer la sécurité et l'aménagement du territoire, l'achat de 2 bacs à fleurs en béton munis de bandes réfléchissantes a été approuvé pour un montant total de 2 138 $, taxes et livraisons incluses auprès de Béton Bicon. De plus, à la suite d'un appel d'offres sur invitation, la fourniture d'un broyeur pour l'entretien des bords de chemin a été confiée à Delec Canada et un montant de 9 600 $, incluant les frais de transport. Un avis de motion et le dépôt du projet de règlement 383-25 modifiant le règlement 352-22 sur le stationnement et la circulation ont été présentés. Ce projet est disponible pour consultation sur le site web de la municipalité. Par ailleurs, le responsable des travaux publics a été désigné comme officier chargé de l'application des règlements 351-22 et 352-22, notamment pour assurer une signalisation adéquate et, au besoin, faire remiser les véhicules stationnés en contravention. Le conseil a également autorisé les travaux supplémentaires sur le chemin de la Rouge proposés par l'entrepreneur de ce chantier pour un montant de 7 272 $, ainsi que des travaux de concassage d'asphalte recyclé réalisés par les entreprises Pirois au coût de 17 500 $ plus taxes. Afin d'appuyer les projets communautaires, le conseil a autorisé Mme Angélique Bélanger, technicienne en loisirs, à déposer une demande de subvention au programme Nouvelles Horizons pour les aînés au montant de 25 000 $ pour la rénovation de la cuisine de la salle Louis-Laurier. La municipalité soutient également la lecture jeunesse. Mme Angélique Bélanger, responsable de la bibliothèque, et Serge Bouchard, est autorisée à déposer une demande de subvention auprès de Desjardins pour un montant de 800 $. Elle présentera aussi 2 demandes d'aide financière à la Fondation Tremblant visant à soutenir les fêtes du village et le camp de jour d'Huberdeau. Enfin, le conseil a retenu l'offre de pavage Mont-Tremblant au montant de 27 192 $ avant taxe pour la réfection de la rue du Fer à cheval entre les rues Bellevue et Principale. Cette décision s'ajoute aux nombreuses initiatives locales en cours. La municipalité invite les citoyens à La municipalité est à la recherche d'un bénévole pour le traçage de pistes de ski de fond, le retour du club Litou Lapin à la bibliothèque Serge Bouchard, ainsi que le lancement du tout nouveau site web municipal accessible à l'adresse www.huberdeau.ca, où les résidents peuvent également consulter les changements récents aux adresses de courriel des services municipaux. La municipalité d'Amherst a célébré le mois dernier l'inauguration officielle de 2 projets d'envergure, le Centre d'interprétation du territoire d'Amherst, aussi appelé le CITA, et le monument commémoratif Le Gardien du Souvenir, tous deux situés à la nouvelle place Burton-Ledoux. Ces réalisations marquent l'aboutissement de plusieurs années de travail et témoignent d'un engagement profond en faveur du patrimoine, de la mémoire collective et de la réconciliation. Dans son allocution, le maire Jean-Guy Galipeau a souligné que ce centre se veut avant tout un lieu de mémoire, d'éducation et de transmission. Il rend hommage aux Premières Nations, aux familles pionnières, aux bâtisseurs de la forêt et aux mineurs frappés par la silicose, cette maladie qui a marqué l'histoire locale. Le CITA propose 4 grands volets: la reconnaissance des savoirs ancestraux des Premières Nations, la colonisation et l'essor des premières communautés, l'exploitation forestière et son rôle dans le développement régional, ainsi que le drame humain de la silicose et ses répercussions sur plusieurs générations de travailleurs. À quelques pas du centre, le maire a également dévoilé Le Gardien du Souvenir, une œuvre signée par les sculpteurs Adrien Bobin et Philippe Palafré. Ce monument rend hommage aux mineurs victimes de la silicose et à leurs familles. Le parc où il est érigé porte désormais le nom de place Burton-Ledoux, en mémoire du journaliste qui, dès 1948, avait dénoncé publiquement l'injustice vécue par les mineurs de Saint-Rémy d'Amherst. La cérémonie d'inauguration a réuni de nombreux partenaires, le chef Lionel White Duck et des représentants de la communauté Anishinaabe de Kitigan-Zibi,
qui ont salué cette collaboration qualifiée d'inimaginable il y a 40 ans. La députée Chantal Janotte a pour sa part souligné le caractère exemplaire de la mobilisation ayant mené à la concrétisation du projet et a tenu à reconnaître le leadership du maire Galipeau. Ces projets ont également bénéficié d'un important soutien financier, notamment de la Caisse des Jardins pour le monument, ainsi que du Fonds d'appui au rayonnement des régions, du Fonds Régions et Ruralité de Patrimoine Canada pour la création du CITA. Le Centre d'interprétation du territoire d'Amherst est désormais ouvert au public. Les citoyens, les familles et les écoles sont invités à aller découvrir cet espace qui allie mémoire, culture et savoir, tandis que la place Burton-Ledoux et son monument demeurent accessibles en tout temps à ceux et celles qui souhaitent se recueillir ou approfondir leur connaissance de l'histoire locale. La ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson informe la population que le pavillon Violette Gauthier est temporairement fermé. Cette décision vise à assurer une gestion optimale des installations municipales et à planifier la reprise des activités dans les meilleures conditions. Afin de maintenir l'accès aux services durant la saison hivernale, une roulotte ainsi qu'une unité sanitaire chauffée ont été mises en place pour accueillir les citoyens et permettre la tenue d'activités telles que le patinage et les loisirs. La Ville remercie les usagers et les usagères pour leur compréhension et leur collaboration durant cette période de transition. La Ville de Sainte-Adèle lance son appel annuel de projet destiné à soutenir les artistes et organismes culturels locaux grâce à son fonds culturel qui permet d'octroyer un montant pour la réalisation d'initiatives artistiques et culturelles sur le territoire. Les artistes et organismes adélois sont invités à proposer un projet s'adressant à l'ensemble de la communauté afin de créer des moments de bonheur uniques et mémorables. Le document de présentation, les règlements ainsi que le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles dans la section « Publications » du site Internet de la Ville et les dossiers de candidature seront acceptés jusqu'au 1er mars 2026 inclusivement. La Ville de Sainte-Adèle annonce une nouvelle formule pour soutenir l'inscription de jeunes Adélois de 17 ans et moins au programme de glisse offrant désormais un remboursement de 100 $ par enfant inscrit à un cours de ski dans l'une des 2 stations situées sur son territoire, soit Sommet-Gabriel ou Ski Chanteclair. Afin d'offrir plus de flexibilité aux familles quant au choix de station, du niveau et de l'horaire, les parents peuvent inscrire leurs enfants dès maintenant, puisque les places se remplissent rapidement, puis soumettre une preuve d'inscription et de paiement pour obtenir le remboursement, lequel sera versé annuellement au mois de novembre, à condition que l'enfant soit résident de Sainte-Adèle et que la demande soit déposée dans l'année du cours ou de l'année suivant l'inscription. Une mesure qui vise à encourager la pratique sportive et à permettre aux jeunes de profiter pleinement de l'hiver avec plus d'informations disponibles auprès du service de loisirs au 450-229-2921 au poste 7244 ou en écrivant à l'adresse courriel loisirs@vdsa.ca. La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs souhaite rappeler à la population que des feux de camp ont récemment été allumés en forêt et que des arbres ont été marqués le long de certains sentiers. Des gestes qui fragilisent les milieux naturels et risquent de compromettre la confiance des propriétaires qui acceptent de partager leur terrain. Les sentiers du territoire traversent des environnements précieux, entretenus avec soin pour que tous puissent en profiter. Si vous êtes témoin d'un feu, d'un marquage ou de tout comportement inapproprié, vous êtes invité à remplir un signalement parc et sentiers et espaces verts au citoyen.sadl.qc.ca/signalement. La municipalité vous remercie. La municipalité remercie l'ensemble de la population pour sa vigilance et convie la population de protéger la beauté et la tranquillité des sentiers. Les citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs peuvent dès maintenant télécharger le calendrier des collectes de leur secteur, également disponible en copie papier à l'Hôtel de Ville. Il est possible de recevoir le calendrier par courriel ou par la poste en remplissant le formulaire de requête en ligne sur le site de la MRC des Pays d'en Haut, responsable de la gestion des matières résiduelles depuis août 2020. Pour toute demande liée aux matières résiduelles, nouveau bac, problème de collecte, réception du calendrier ou toute autre question, il faut communiquer directement avec la MRC via la ligne InfoCollect sur le 450-229-8052 ou à l'adresse courriel infocollect@mrcpdh.org. La Ville de Sainte-Anne-des-Lacs tient à féliciter Pierre Desilets, dont la superbe photo a été choisie pour illustrer la couverture du calendrier municipal. Il reçoit à cette occasion un chèque cadeau de 75 $ échangeable au Radis Noir, pub nordique et café. Ce petit Suisse qui a charmé toute l'équipe municipale semble avoir trouvé de quoi bien grand dans son garde-manger pour l'hiver et rares sont ceux qui réussiraient à conserver autant de grâce
qui réussirait à conserver autant de grâce en savourant une bouchée aussi ambitieuse. La Ville de Saint-Sauveur invite les artistes professionnels résidant sur son territoire à poser leur candidature pour l'un des 2 postes à pourvoir au sein de son comité culturel, chargé d'assurer le suivi de la politique culturelle et de formuler des recommandations au conseil municipal. Ce comité, dont les rencontres ont lieu 3 à 4 fois par année en début de soirée et dont le mandat se poursuit jusqu'à l'automne 2027, recherche des personnes démontrant jugement, capacité d'analyse et, idéalement, une expérience d'implication dans des comités citoyens. Les personnes intéressées âgées de 18 ans et plus sont invitées à transmettre d'ici le 4 janvier 2026 une lettre d'intention exposant leur intérêt, leur motivation et leurs compétences à l'adresse courriel communautaire@vss.ca. Des entrevues téléphoniques, puis aux besoins en personne suivront avant que les candidatures retenues ne soient officiellement nommées par résolution du conseil municipal en février. La Ville remercie l'ensemble des citoyens pour leur intérêt, tout en précisant que seules les personnes retenues seront contactées par la Ville. La Ville de Saint-Sauveur est fière d'annoncer l'adoption d'une déclaration de soutien aux organismes, une démarche qui témoigne de sa volonté d'accompagner de manière structurée et équitable les acteurs du milieu communautaire, culturel et de loisirs. Consciente de l'évolution constante des besoins de la population, la Ville souhaite par cette déclaration jeter les bases de sa future politique de soutien aux organismes, dont l'adoption est prévue en 2026 et qui assurera une meilleure cohérence entre les ressources municipales disponibles, les besoins réels des Sauverois et Sauverois, ainsi que la vision municipale pour le développement de son territoire. Cette initiative reflète l'engagement de la Ville à reconnaître et valoriser l'action bénévole, tout en offrant un accompagnement adapté aux réalités de chaque organisme afin de consolider la collaboration avec ses partenaires essentiels qui contribuent à la vitalité et à la solidarité du milieu. Elle vise également à garantir un cadre propice à l'épanouissement d'une communauté saine, dynamique et inclusive où les organismes disposent du soutien nécessaire pour poursuivre leur mission auprès des citoyennes et citoyens. Les croque-livres, ces petites boîtes colorées destinées aux enfants de 0 à 12 ans, offrent un espace de partage où il est possible de déposer ou de prendre gratuitement des livres afin de favoriser le plaisir de lire et le recyclage des histoires. Présent à l'année dans différents parcs de la ville de Saint-Sauveur, au parc John H. Molson près des Jeux d'eau, au parc Camille Michel, au parc Georges Fillon ainsi qu'au parc 05 ans à côté du chalet Pauline Vanier. Ils seront même déneigés cet hiver pour en assurer l'accès, invitant ainsi les familles à faire une halte pour découvrir de nouveaux récits et vivre un moment d'échange et de magie littéraire avec leurs tout-petits. La Ville de Mont-Laurier annonce les résultats officiels de l'élection municipale du 2 novembre dernier tenue à l'espace Théâtre, où près de 25 % des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les citoyens ont réélu Daniel Bourdon à la mairie et ont choisi les membres qui composeront le nouveau conseil municipal pour les 4 prochaines années, soit Nicolas Aubry, siège 1, Marie-Josée Lambert, siège 2, Émilie Tessier, siège 3, Jean-François Tessier, siège 4, Yves Desjardins, siège 5 et Stéphane Tremblay, siège 6. Ce conseil aura pour mission de poursuivre le développement de Mont-Laurier, de maintenir des services municipaux de qualité et d'assurer une croissance harmonieuse du territoire en phase avec les besoins et aspirations de la population. La Ville remercie sincèrement l'ensemble des candidats pour leur engagement envers la communauté et souligne la contribution des électeurs qui ont participé à cette élection et ainsi pris part à façonner l'avenir de Mont-Laurier. Revenez-nous après la pause. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances, J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. on aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances? La Ville de Mont-Laurier informe la population qu'un incident de cybersécurité est survenu il y a quelques semaines et que dès sa détection, des experts spécialisés ont été mandatés pour rétablir la situation rapidement, assurer la remise en fonction sécuritaire des systèmes municipaux et protéger les données hébergées sur les serveurs municipaux, tandis qu'une enquête se poursuit pour en déterminer l'origine et la portée.
À ce jour, les impacts demeurent limités. Le service de téléphonie a été perturbé. Le prêt de documents a été temporairement suspendu aux bibliothèques des secteurs des ruisseaux et du centre-ville. Et certains logiciels internes ont été accessibles de façon restreinte, ce qui a pu ralentir le traitement de certaines demandes, bien que les employés demeurent mobilisés pour répondre aux citoyens. L'hôtel de ville, le garage municipal et la piscine municipale et le centre sportif Jacques-Lesage sont toutefois demeurés ouverts et pleinement fonctionnels. Des mises à jour seront communiquées avec transparence sur le site ville-montlaurier.qc.ca. La Ville remercie les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration, reflétant que la sécurité de ces infrastructures et la qualité des services offerts demeurent une priorité. Pour toute question, les citoyens sont invités à consulter le site Web et écrire à communication@ville-montlaurier.qc.ca ou à composer le 819-623-1221 au poste 100. La Ville de Mont-Laurier informe les citoyens et les citoyennes et les commerçants des avancées des travaux de revitalisation du centre-ville, alors que la rue de la Madone entame sa dernière étape. En raison des conditions météorologiques, la couche finale de pavage sera posée. La couche finale de pavage a été posée lors de la dernière semaine du mois d'octobre, permettant ensuite la réouverture complète de la rue dans les deux directions, mettant fin aux entraves de circulation dans ce secteur, une étape importante qui a amélioré les déplacements et l'expérience des usagers du centre-ville. Du côté de la rue du Pont, les travaux progressent également. Les conduites des réseaux souterrains et les puiseurs sont installés. Le remblai est en cours entre les rues Carillon et Madone et les travaux de coffrage ainsi que les coulées de béton pour les trottoirs suivront dans les prochaines semaines. Ces interventions visent à moderniser les infrastructures, renforcer la sécurité et améliorer l'accessibilité du secteur. Et la Ville remercie chaleureusement les commerçants et les citoyens pour leur patience et leur collaboration. Pour suivre l'évolution du chantier, il suffit de visiter le site Web de la Ville de Mont-Laurier. La MRC des Laurentides invite l'ensemble de la population à participer activement à l'élaboration de son tout nouveau plan climat, une démarche essentielle pour orienter les actions du territoire face au changement climatique. Un sondage en ligne d'une durée d'environ 10 minutes est ouvert jusqu'au 12 novembre prochain afin de recueillir les préoccupations et les enjeux prioritaires des citoyens. Les participants courent la chance de remporter des prix offerts par des entreprises locales dont le tirage aura lieu le 13 novembre. Cette consultation publique marque une étape clé du processus qui se poursuivra en novembre par des soirées d'échange destinées à présenter les résultats du sondage et l'avancement du plan. Le plan climat, dont la finalisation est prévue pour février 2026, visera à définir des actions concrètes et collectives pour bâtir un avenir durable et résilient dans la MRC des Laurentides. La MRC d'Antoine Labelle félicite chaleureusement Mme Audrey Lebel, directrice du développement local, pour l'obtention du prix Développeur de l'année 2025 décerné par l'Association des professionnels en développement économique du Québec, aussi appelé l'ADPEQ. L'APDEQ. Cette reconnaissance souligne son leadership inspirant, sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu et son engagement à faire rayonner le développement économique à l'échelle régionale et provinciale. Depuis plus de 10 ans, Audrey Lebel contribue à la concrétisation de projets porteurs tels que la Maison de l'entrepreneur, le projet Radar en intrapreneuriat et une cohorte de développement durable visant à soutenir la transition des entreprises vers des pratiques responsables. Détentrice de la certification de développeur économique de la PDEQ et diplômée de 2e cycle en développement local de l'Université de Sherbrooke, elle incarne le professionnalisme, la rigueur et la passion au service de la communauté. En recevant cette distinction, elle a tenu à partager cet honneur avec ses collègues, partenaires et entrepreneurs, rappelant que cette réussite collective témoigne du dynamisme et de la vitalité de la région de la MRC d'Antoine Labelle. Lors de sa séance du 11 septembre dernier, le comité administratif de la MRC d'Antoine Labelle a adopté une résolution demandant au ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, aussi appelé le MCC, de préciser l'échéancier concernant l'analyse de la décision sur le potentiel classement de la gare de Mont-Laurier. Cette démarche, déposée en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, vise à démontrer la volonté de la MRC de faire progresser ce dossier emblématique et de souligner la mobilisation du milieu. Fermée d'urgence en 2022 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des raisons de sécurité. La gare fait depuis l'objet de nombreuses actions de la MRC, sur la création d'un comité sur l'avenir du bâtiment, financement d'une étude patrimoniale et tenue d'une consultation publique afin d'impliquer la population dans la réflexion sur sa vocation future.
La gare de Montlhéry est un lieu hautement symbolique et porteur pour toute la communauté et la ville. Et la MRC veut être en mesure de planifier les prochaines étapes de façon responsable et transparente. Pour ce faire, il est essentiel que le MCC communique rapidement son échéancier quant à la demande de classement, a déclaré le préfet Daniel Bourdon. Par cette résolution, la MRC d'Antoine Labelle souhaite obtenir la prévisibilité nécessaire pour planifier ses interventions futures en cohérence avec les attentes de la population et des partenaires régionaux. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance son appel de candidature annuel pour pouvoir 12 sièges, invitant les jeunes du territoire à s'impliquer activement dans leur communauté et à contribuer à la dynamisation du milieu. Cette année, les communautés de Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nomineng, Notre-Dame-du-Pont-Main, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac voient leur siège en élection, en plus des sièges actuellement vacants à la Macasa, Lac-Saguet et Lac-Saint-Paul. Les personnes intéressées âgées de 15 à 35 ans et résidant sur le territoire peuvent soumettre leur candidature entre le 21 octobre et le 28 novembre en remplissant le formulaire disponible au mrcal.ca/participation-citoyenne, /communauté, /jeunesse, /AD, vision, appel, /de, candidature, /2025, puis seront conviés à une courte entrevue avec le comité de travail. Aucune expérience particulière n'est requise, il suffit d'être curieux, ouvert, motivé à développer de nouvelles compétences et intéressé par des enjeux variés comme l'environnement, la santé mentale, le développement régional ou les milieux de vie. Composé de 17 jeunes de 15 à 35 ans, le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle a pour mission d'établir un plan d'action, de mettre en œuvre des projets et événements destinés aux jeunes et de favoriser leur participation aux décisions locales grâce au soutien financier des élus de la MRC. Pour suivre ces activités et rester informés, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram du comité jeunesse AD Vision. La MRC d'Antoine Labelle annonce qu'elle assumera désormais directement le service de développement local, mettant fin à la délégation de ce mandat au CLD de la MRC d'Antoine Labelle dans une volonté d'ajouter de la valeur aux actions de planification qu'elle mène et de favoriser une meilleure collaboration, davantage d'innovation et une optimisation des ressources au bénéfice du développement économique du territoire. Présente dans ce rôle depuis la création d'une première structure dédiée au développement économique régional en 1971, devenue en 2004 le CLD de la MRC d'Antoine Labelle, la MRC réunit maintenant l'ensemble des expertises sous une même entité à la suite d'une décision prise en avril dernier afin de renforcer sa capacité d'action, de soutenir la croissance économique, de mieux accompagner les municipalités et de rapprocher les interventions en développement local de celles liées à l'aménagement du territoire. Le comité aviseur sera révisé afin de continuer à représenter les intérêts du milieu des affaires et à accompagner la MRC dans ses décisions stratégiques tout en garantissant la qualité des services offerts. Les entrepreneurs pourront continuer de bénéficier de l'accompagnement complet de la Maison de l'entrepreneur qui demeure la porte d'entrée pour les promoteurs à toutes les étapes de leur projet. Cette transition représente une occasion de renforcer la vision collective du développement, de consolider l'écosystème entrepreneurial local et de bâtir un territoire encore plus dynamique, innovant et prospère. La ville de Prévost dévoile les résultats des élections municipales du 2 novembre dernier, au terme desquelles Paul Germain a été élu maire, tandis que les sièges de conseillers ont été remportés par Joey Lackman au district 1, Frédéric Lagence au district 2, Audrey Paquette au district 3, Anton Kingsbury au district 4, Sarah Duprat au district 5 et Pierre Daigneault au district 6. Le taux de participation s'élève à 47,7 %, témoignant d'un engagement notable de la population. La prochaine séance du Conseil se tiendra le lundi 17 novembre à 19h à la salle Saint-François-Xavier, située au 994 rue Principale, et sera diffusée en direct sur la page Facebook de la ville de Prévost. Les enregistrements des séances précédentes demeurent accessibles sur Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube de la municipalité. Revenez-nous après la pause. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances, J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. on aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances?
La Ville de Prévost a procédé à la revitalisation des parcs Le Sage et Chopin en remplaçant le sable de certaines aires de jeu par du paillis, une initiative qui permet d'améliorer la qualité et la sécurité de ces espaces destinés aux familles. En plus d'offrir un environnement plus agréable pour les enfants et leurs parents, ce changement contribue à réduire la présence de guêpes de sable qui, bien qu'inoffensives, deviennent souvent nombreuses vers la fin de l'été dans les zones sablonneuses au Québec. Par ce projet, la Ville démontre sa volonté de maintenir des lieux de loisirs conviviaux et sécuritaires, favorisant ainsi le bien-être et la tranquillité des usagers. La Ville de Prévost partage plusieurs nouvelles et activités pour la saison automnale. La nouvelle avenue du 4 mai est désormais ouverte et vient améliorer la fluidité de la circulation tout en soutenant le développement du secteur du cœur des courants avec des aménagements favorisant la mobilité active et de la convivialité. Rappelons aussi que l'installation des abris d'auto temporaires est permise du 15 octobre au 15 mai conformément à la réglementation municipale visant un déneigement efficace et que le stationnement de nuit dans les rues est interdit du 1er novembre au 1er avril, sauf indication contraire publiée via l'application mobile de la Ville. Par ailleurs, l'hiver étant le moment idéal pour mesurer le radon dans les habitations, des trousses sont disponibles à la bibliothèque au coût de 30 $, une initiative importante puisque 35 % des résidences testées en 2023 dépassaient les seuils recommandés. Côté activité familiale, les heures du conte à la bibliothèque sont toujours disponibles pour les jeunes de 0 à 2 ans. Et les jeunes de 0 à 2 ans pourront également participer à l'atelier d'éveil à la lecture le 18 novembre à la bibliothèque. Le marché de Noël de Prévost se tiendra quant à lui les 15 et 16 novembre à l'école du Champ-Fleury, une occasion parfaite pour découvrir artisans et produits locaux. En matière de sport, des périodes libres de badminton et de pickleball sont offertes au gymnase de l'école du Champ-Fleury selon un horaire hebdomadaire varié. Enfin, le Comité régional pour la protection des falaises mène actuellement sa campagne de financement 2025 afin de soutenir la conservation de ces milieux naturels d'exception. Les dons sont acceptés jusqu'au 30 novembre. Pour les détails, inscriptions et mises à jour, les citoyens sont invités à consulter le site web de la Ville de Prévost. Durant l'été 2025, la Ville de Prévost a accueilli la brigade des bacs de Tricentris pour une vaste opération de sensibilisation et d'inspection du tri des matières recyclables, au cours de laquelle 1371 bacs ont été vérifiés sur une période de 8 semaines, soit environ 20 % du territoire résidentiel, et les résultats sont extrêmement positifs puisque 94,5 % des foyers ont obtenu la mention Bravo pour un tri conforme et efficace, tandis que seulement 5,5 % des bacs ont reçu la mention Oups, principalement en raison de la présence de matières non recyclables comme le bois, les tissus, le polystyrène ou certains métaux, ou de pratiques à corriger telles que les boîtes de carton non dépliées ou les matières recyclables en sachet. Bien que ces erreurs puissent sembler mineures, elles ont des impacts concrets, notamment des débordements, des couvercles mal fermés favorisant l'infiltration d'eau et des complications dans les centres de tri pouvant aller jusqu'au bris d'équipement, ce qui rappelle l'importance de bien trier, comme le souligne la brigade. Chaque matière à sa place pour être valorisée. Trouvons-lui le bon chemin. La Ville remercie chaleureusement les citoyens et citoyennes pour leur engagement et leur rigueur qui permettent à Prévost de se démarquer par l'excellence de ses pratiques et de contribuer activement à la protection de l'environnement et à la valorisation des matières recyclables. La Ville de Prévost rappelle à ses citoyennes et citoyens que plusieurs défibrillateurs externes automatisés, aussi appelés DEA, sont disponibles dans divers édifices municipaux et inscrits au registre officiel des DEA Québec, assurant ainsi un accès rapide en cas d'urgence cardiaque. Ces appareils simples d'utilisation peuvent véritablement sauver des vies en attendant l'arrivée des services d'urgence. Et pour les localiser facilement, il suffit de télécharger l'application gratuite DEA Québec qui permet de repérer en quelques secondes l'appareil le plus près. Bien sûr, en situation d'urgence, il demeure essentiel de composer immédiatement le 911, mais chaque seconde compte et une intervention rapide avec un DEA peut augmenter de façon considérable les chances de survie. Restez informés, équipés et restez prêts à agir car un geste simple peut faire toute la différence. La municipalité de Piémont a procédé le mois dernier à une plantation d'arbres adaptés au changement climatique au parc Gilbert-Aubin dans le cadre du budget discrétionnaire du comité consultatif en environnement. 15 arbres ont été plantés autour du stationnement et 25 autres sur le talus entre la patinoire extérieure et le lac du Mont-Charbonneau, composé de 5 membres citoyens, d'un représentant du milieu des affaires ou d'un organisme environnemental et d'un conseiller municipal. Le comité consultatif en environnement a pour mandat de planifier des projets écologiques et de coordonner la foire de l'environnement.
Ces nouvelles zones végétalisées permettront une restauration progressive du site en réduisant les îlots de chaleur, en renforçant la canopée et en améliorant la résilience climatique du parc. Le peuplement est constitué d'essences locales et résistantes telles que le micocoulier occidental, le chêne blanc, le chêne écarlate, l'érable argenté, le saule noir et le charme de Caroline. D'autres plantations viendront bonifier le site, notamment autour de la patinoire et des aires de jeu, afin de préserver et d'enrichir cet espace naturel prisé par les Piémontais d'aujourd'hui et de demain. Le CI3S de Laurentides est fier d'accueillir cet automne des cohortes étudiantes dans ses CHSLD de Blainville, de Saint-Jérôme et des Hauteurs à Sainte-Adèle grâce à des partenariats établis avec les centres de formation professionnelle L'Émergence, Performance Plus et des Laurentides Pavillon des Sommets Et tout cela permettra aux étudiants du DEP en soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux de recevoir toute leur formation directement dans les installations du CI3S jusqu'au printemps 2026. Cette immersion complète combinant laboratoire, apprentissage, pratique et stage auprès des résidents supervisés par le personnel constitue une approche formatrice, humaine et mobilisatrice tout en offrant au CI3S de Laurentides une meilleure planification de ses besoins en main-d'œuvre et une occasion de faire rayonner ces milieux de soins auprès de la relève, comme l'ont souligné la PDG Julie Desnéné et les directions des centres de formation partenaires. Une fois diplômés, les futurs préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux pourront travailler en CHSLD, en milieu hospitalier ou en soutien à domicile. Le CI3S poursuit d'ailleurs ses démarches afin de développer de nouveaux partenariats de formation et de renforcer ceux déjà en place. En ce mois de novembre consacré à la sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du CI3S de Laurentides rappelle l'importance de vérifier la présence de ce gaz radioactif d'origine naturelle dans les habitations, puisqu'une exposition prolongée à des concentrations élevées augmente le risque de cancer du poumon, deuxième cause de ce cancer après le tabagisme et première chez les non-fumeurs, responsable de 10 à 16 % des décès annuels au Québec. Issu de la désintégration de l'uranium dans le sol, le radon est invisible, inodore et impossible à détecter sans test et s'infiltre principalement par les fondations où il peut s'accumuler dans les sous-sols utilisés à des fins de travail ou d'aménagement familial. La manière la plus simple de connaître sa concentration est d'utiliser un dosimètre disponible pour un usage autonome ou via un professionnel certifié et des travaux correctifs existent en cas de niveau élevé. Pour en savoir plus sur le radon, obtenir un dosimètre recommandé et assurer la sécurité de votre demeure. La population est invitée à consulter la section dédiée au radon sur le site web du C3S des Laurentides. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. J'aime mieux sortir les poubelles que faire mon budget mensuel. Ouvrir la poche de hockey que d'ouvrir mes relevés. Promener kiki sous la pluie que gérer mon crédit. Mais si on donnait un peu d'amour à nos finances, J'ai de l'argent dans un fonds d'urgence. on aimerait bien plus ça qu'on pense. Et si on donnait un peu d'amour à nos finances? Bonjour tout le monde, bienvenue au Musée Rodrigue. On est le 23 août et c'est aujourd'hui l'ouverture officielle du musée. Alors venez avec moi pour visiter nos 16 salles thématiques et plus de 5000 artefacts uniques dans un musée hors du commun. Alors, le musée Rodrigue, c'est un musée sur l'histoire du développement des Laurentides. Et tout a commencé dans les Laurentides avec le déboisement.
On voit ici les outils antiques pour le défrichage, puis on évolue dans le temps avec des appareils à essence. Après le défrichage, ça a été l'agriculture qui a permis le développement de la région. Donc on a ici plusieurs outils qui ont été utilisés à cette époque pour les agriculteurs du coin. Une de nos grandes fiertés au musée...